Bonjour, bonjour. On continue avec nos panoramas mensuels sur l'Amérique latine. Un mois est passé depuis notre dernière vidéo et il s'est passé énormément de choses en Amérique latine. On va essayer de résumer. Néanmoins, on va parler ce mois-ci de l'OEA, puisqu'il y a eu un changement à la tête de l'OEA. On va parler des larbins des États-Unis en Amérique centrale et leur rôle. On va parler du Pérou aussi. On va parler, parce que a débuté le procès contre le président Pedro Castillo. On va parler du Brésil, où aussi a débuté un autre procès contre Jair Bolsonaro, l'ancien président du Brésil, accusé de tentative de coup d'État. On va parler du Chili aussi, avec la fausse réforme des retraites. Ça devrait intéresser. Et puis, nous allons centrer notre vidéo du mois sur l'Argentine avec un bilan de la première année de gestion de Javier Milei. On écoutera notre ami le journaliste Marco Peruggi, qu'on appellera pour qu'il nous explique depuis Buenos Aires comment les Argentins vivent la première année de mandat de Javier Milei. Et puis on finira sur le Venezuela, parce qu'il s'est passé aussi beaucoup de choses au Venezuela, avec un changement brut de la stratégie des États-Unis contre ce pays. Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais vous allez voir, c'est passionnant. Alors, évidemment, si vous n'avez pas envie de tout écouter, on va segmenter, comme ça vous irez chercher ce qui vous intéresse. Mais je pense que les informations que vous n'avez pas sur l'Amérique latine dans les médias dominants, vous les trouvez évidemment sur les deux rives. Alors, vous avez remarqué d'ailleurs, en parlant des deux rives, que j'ai été un peu plus absent ce mois-ci pour une raison très simple, personnelle. J'étais en déménagement, voilà, je ne vis plus dans l'ancien appartement, j'ai un nouvel appartement, donc toujours au Pérou, à Lima. Et alors les déménagements, c'est chiant, on perd un temps et une énergie folle à faire des caisses, défaire des caisses. Néanmoins, j'ai trouvé quelque chose dans les caisses que je voulais partager avec vous, puisque j'ai retrouvé cet ouvrage, voilà, qui est la sélection de discours durant le deuxième sommet Amérique du Sud-Afrique qui s'est réalisé en 2009 sur l'île Marguerite au Venezuela. Et je voulais vous en parler en mode d'introduction, puisque avec le revirement de l'administration Trump sur le dossier ukrainien, on voit que les Européens découvrent à la fois qu'il n'était qu'une colonie des États-Unis, et puis qui n'était pas du tout préparé au monde multipolaire naissant. Et depuis le Sud, depuis l'Amérique latine, depuis l'Afrique, depuis l'Asie, depuis le Moyen-Orient, on se prépare à cet avènement d'un autre monde depuis le début des années 2000, au moins, si ce n'est pas avant. Le premier sommet Amérique du Sud-Afrique, qui réunissait tous les chefs d'État d'Afrique et d'Amérique du Sud, s'était tenu en 2006 au Nigeria, en 2006, c'est-à-dire il y a 20 ans. Et le deuxième, donc, s'est tenu du 25 au 27 septembre 2009 sur l'île Marguerite au Venezuela. Voilà, un petit salut à mon copain musicien Gilles Grivola, qui avait joué avec le Grupo Madera pour accueillir tous ces chefs d'État. Gilles, tu te rappelleras bien entendu de l'importance de ce sommet. Alors, je voulais, en mode d'introduction, vous lire 3 extraits de discours qui se sont donnés ces jours-là, en 2009. Un extrait d'Hugo Chavez qui nous dit, en 2009, « L'Afrique sera un grand pôle géographique, économique, social et humain dans ce 21e siècle. Il commence à l'être avec l'Union africaine et l'Amérique du Sud. Nous conformerons de vraies puissances et l'union de ces deux puissances, l'Amérique du Sud et l'Afrique, contribuera énormément à ce que Bolivar appelait l'équilibre du monde. Le monde en équilibre, l'équilibre de l'univers. Et c'est pour ça que ce sommet est vital, cette réunion est vitale. » Voilà. Je continue.
pour vous citer un autre extrait de Mouammar Kadhafi. Alors là, le sommet Asa a été rendu possible grâce à l'activité diplomatique de Lula au Brésil, de Mouammar Kadhafi pour l'Afrique et d'Hugo Chavez pour le Venezuela. Donc je cite Mouammar Kadhafi, 2009. Alors Mouammar Kadhafi, on se rappelle, a été assassiné en 2011, par la suite par les Occidentaux. Nous avons le droit à créer nos propres organisations pour nos propres développements, pour garantir nos services. Nous devons remplir le vide qui existe actuellement parce qu'il nous manque des organisations. Regardez une carte du monde. Regardez le Nord, l'Atlantique Nord. Il n'y a aucune séparation, il n'y a aucun abysme, sinon que l'Amérique du Nord est totalement liée de tous les points de vue, à travers les communications, à travers les bateaux, avec l'Europe. Néanmoins, dans l'Atlantique Sud, nous voyons qu'il y a un grand vide, et ce vide, nous devons le remplir, nous devons créer l'OTAN du Sud. Ça, il l'avait clair, Kadhafi. Et je vais lire un autre extrait, c'est de Lula, le président brésilien, donc en 2009. La vérité, c'est que durant des siècles, les pays d'Amérique du Sud regardaient l'Europe et regardaient les États-Unis, et ils ne regardaient pas l'Afrique. Et la vérité, c'est qu'aussi, durant des siècles, le continent africain regardait plus l'Europe et les États-Unis que l'Amérique du Sud. Et il n'y a pas si longtemps, nous avons découvert que nous étions très proches, que nous avions une identité commune et que, pour autant, nous devions travailler ensemble et construire ensemble notre futur. Voilà, 2009. Ça fait depuis 20 ans que les pays du Sud s'organisent, essaient de s'intégrer pour ne plus passer par le prisme et l'autorisation des pays du Nord. Le monde multipolaire que vous êtes en train de découvrir, il est né de la réunion de ces pays pendant 30 ans. 30 ans que les Occidentaux, et en particulier les Européens, n'ont pas voulu voir par arrogance, par colonialisme, n'ont pas voulu voir ces pays du Sud qu'ils considéraient comme sujets. Voilà, le monde change. Voilà, c'était un petit aperçu de ce qui se faisait il y a maintenant 16 ans. Voilà. Maintenant, on s'attaque directement à l'Amérique latine et au changement qu'il y a dans l'organisation des États américains. L'organisation des États américains, qu'on appelle aussi le ministère des colonies, parmi les gouvernements indépendants, autonomes, c'est l'organisation supranationale qui regroupe la plupart des pays latino-américains, caribéens, plus le Canada et les États-Unis. Le siège est à Washington et ça a été, durant des années, finalement, le moyen pour Washington de contrôler ce qui se faisait dans ce qu'ils considèrent, toujours d'ailleurs, comme leur précaré. Et alors, héritage de Pepe Mujica, le gentil et sympathique ex-président de l'Uruguay, Pepe Mujica avait placé à la tête de l'OEA une véritable crapule du nom de Luis Almagro, qui était un pion finalement, qui s'est révélé être un pion des États-Unis et qui n'a eu de cesse que de lancer des persécutions depuis cet organisme supranational contre les gouvernements qui voulaient s'émanciper de la tutelle de Washington. Le mandat de M. Almagro est terminé et donc nous avons un nouveau secrétaire général de l'OEA en la présence de M. Albert Ramdim, qui a été ministre des Affaires étrangères du Suriname. C'est la première fois qu'un Caribéen va être nommé secrétaire général de l'OEA. Et alors, le Suriname, pour ceux qui ne voient pas où il se trouve, le Suriname est frontalier de la France, n'est-ce pas? On a une frontière commune entre le Suriname et la Guyane française. Le Suriname est entre la Guyane française et le Guyana, avec au sud le Brésil. Voilà, j'espère que vous avez vu à peu près où il se situait. Alors, le Suriname, c'est important parce que c'est un pays qui a aussi des bagarres frontalières avec son voisin, le Guyana.
Le Guyana, il ne faut pas oublier que les Anglais, qui étaient une colonie anglaise, qui ont fait des coudes en s'appropriant une partie du Venezuela et une partie du Suriname. Voilà. Et Monsieur Ramdim est pour le coup quelqu'un d'assez pragmatique qui prône le dialogue avec le Venezuela. En février, il s'est même réuni en tant que chancelier, que ministre des Affaires étrangères du Suriname, il s'est même réuni avec le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, Ivan Gil. Donc, depuis la secrétariat général de l'OEA, de l'Organisation des États américains, on pourrait s'attendre, dans un premier temps en tout cas, à une vision plus pragmatique des relations diplomatiques sur le continent. Alors, il ne faut pas oublier que c'est quand même les États-Unis qui financent cette bestiole supranationale et qu'ils ont un poids énorme. Donc, on verra les marges de manœuvre que peut avoir M. Ramdim dans le futur. Voilà. Alors, ceci étant dit, on passe maintenant au larbin des USA en Amérique centrale. Vous vous rappelez que dans notre précédente vidéo, nous avions expliqué la première tournée du secrétaire d'État Marco Rubio en Amérique centrale. Donc là, on voit les premiers résultats. Alors, les premiers résultats, c'est surtout concernent les migrants. Donc, le Guatemala, le Costa Rica, le Salvador se sont engagés à recevoir les migrants de n'importe quel pays que les États-Unis ne veulent plus voir sur leur territoire. Grosso modo, ils ont abandonné leur souveraineté, abdiqué toute revendication territoriale, ils sont devenus la poubelle des États-Unis. Tout simplement. Et là, alors c'est assez rigolo parce qu'en plus le Guatemala est dirigé par un progressiste, entre guillemets, membre du groupe de Puebla qui réunit une partie de la gauche latino-américaine et donc qui s'est plié à cette injonction impériale. Et donc, il y a quelque temps, je vais dire le gouverneur du Costa Rica, parce que je ne peux plus dire le président du Costa Rica, enfin, M. Rodrigo Chavez, a déclaré « Les États-Unis nous traitent très bien car nous sommes des partenaires proches. Ils nous ont demandé d'accueillir 200 migrants en provenance des pays comme l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et l'Inde parce qu'ils ne peuvent pas traiter autant de personnes. » Alors là, franchement, on voit le niveau du bonhomme et de l'estime dans lequel il tient son pays. C'est vraiment pitoyable. Alors, dans le cas du Salvador, le Salvador loue ses prisons aux États-Unis. Les États-Unis envoient soi-disant des criminels qui atterrissent dans les prisons de M. Bukele. Alors, des criminels ou pas? On y reviendra parce qu'il y a eu 238 Vénézuéliens qui ont été expulsés par les États-Unis au Salvador, sauf qu'ils n'ont pas été condamnés aux États-Unis, ils n'ont pas été condamnés au Salvador, et pourtant ils ont été étiquetés comme membres d'un gang. On reviendra de tout ça. Et ils se croupissent aujourd'hui dans les prisons salvadoriennes. Donc ça pose évidemment quand même quelques problèmes, mais finalement, pour la souveraineté de ces États, Costa Rica, Guatemala, Salvador, ça n'en pose aucun. Donc évidemment, on ne peut plus vraiment parler de pays souverains. Voilà. Alors, pour le Panama, on s'était arrêté quelque temps sur le Panama, puisqu'il y avait eu la querelle autour de l'accès au canal. Et alors, figurez-vous que l'entreprise portuaire hongkongaise, donc chinoise, CK Hutchison a vendu récemment 43 ports à l'entreprise états-unienne BlackRock pour des milliards de dollars. Dans les 43 ports, dans le monde entier, il y a le port de Cristobal et le port de Balboa qui se situent aux deux entrées du canal de Panama. Évidemment, ça n'a pas du tout fait rire à Beijing, n'est-ce pas? Comme vous pouvez l'imaginer. La Chine, à travers des publications liées au parti, s'est étonnée que des ports si importants peuvent être cédés si facilement à des forces américaines, états-uniennes mal intentionnées, et a sommé l'entreprise hongkongaise de choisir son camp. Donc on aura certainement encore des rebondissements, puisque là c'est un exemple typique
de la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis sur le continent latino-américain. Voilà, il y aura certainement des autres rebondissements sur cette affaire. On passe directement au Pérou. Alors le Pérou craque de partout. Ça, vous allez me dire, ça fait des années, mais là, finalement, il y a, on va dire, des métaphores intéressantes, puisque il y a eu deux grands accidents. Le premier, un centre commercial qui s'est écroulé sur les gens, gigantesque centre commercial, donc il y a eu des morts, dizaines de morts, des blessés, 8 morts et des dizaines de blessés. Et en fouillant un petit peu, on s'aperçoit de la déliquescence de l'État péruvien, parce que l'ancien maire, donc ça a eu lieu dans la ville de Trujillo, qui est la 3e ville du pays, l'ancien maire avait averti que le centre commercial n'était pas aux normes. Les personnes de la municipalité qui avaient fait l'inspection ont été traduites en justice par l'entreprise propriétaire du centre commercial, qui est un des plus grands groupes économiques péruviens, Intercorp. Et quelques temps après la dénonciation de l'ancien maire, les députés au Congrès, ou en fait les relais politiques de ces grands groupes économiques, avaient voté une loi pour qu'on ne puisse pas fermer des centres commerciaux sur des décisions dites politiques. Donc c'est-à-dire que là, on voit bien comment on arrive sur des grands groupes économiques sans aucun contrôle, qui est soutenu par une aile politique finalement qui leur appartient certainement contre rétribution, et on voit évidemment la déliquescence de l'État failli péruvien. Un autre accident qui a eu lieu, très problématique celui-là, c'est le pont qui relie la ville de Chancay, où vient d'opérer le mégaport de Chancay, qui va être un hub portuaire, le hub portuaire vers l'Asie de l'Amérique du Sud. Le pont qui relie le port de Chancay à Lima et au sud du pays, voire au sud du continent, par la panaméricaine, s'est écroulé. Et là encore, on voit une entreprise, puisque, comme je dis, au Pérou, rien n'est public, donc c'était une entreprise privée qui avait la concession de la route et du pont, qui n'a pas fait son travail, voire même qui a affaibli quelques semaines auparavant les colonnes du pont. Ça reste assez bizarre. Selon les témoignages des gens sur place, j'y ai été aussi sur place, voir. Et l'agence publique Ocitran, qui est censée réguler et superviser le travail des entreprises privées concessionnaires, n'a pas non plus fait son travail. Et c'est aussi l'agence gouvernementale qui met des bâtons dans les roues au mégaport de Chancay, qui est détenu à 60% par la Chine. Voilà, je vous fais un petit plan, je ne rentre pas dans les détails, non, sinon je vais parler pendant 4 heures. J'annonce juste, petite page d'autopublicité, que dans le numéro d'avril du Monde diplomatique, je signe un article sur le port de Chancay, et certainement on fera une émission dédiée à ce grand port détenu à majorité par la Chine sur le continent sud-américain. Voilà. Alors, le pays est en déliquescence, et c'est le moment qu'a choisi le pouvoir judiciaire pour commencer le procès fait au président Castillo, qui a été déchu par un coup d'État donc le 7 décembre 2022. Alors, à Pedro Castillo, à Betsy Chavez, qui était première ministre, et à Aníbal Torres, qui était conseiller de la première ministre à l'époque. On les accuse de coup d'État, le pouvoir judiciaire les accuse de coup d'État. Nous verrons par la suite. Alors, Castillo a réagi en allant au procès sans avocat, en rejetant l'avocat commis d'office et en entamant une grève de la faim, parce qu'il juge, je pense qu'il a il a totalement raison, que le procès finalement est écrit. Avant même, c'est un procès politique pour éliminer celui qui avait été élu par le peuple, qui avait eu l'audace, venant du peuple, de représenter les intérêts populaires au Pérou et d'essayer
finalement de lutter contre la mainmise d'une mafia politico-économique sur le pays. Voilà, mafia politico-économique dont on voit les résultats avec l'écroulement de ponts, l'écroulement de centres commerciaux ou avec la hausse drastique de l'insécurité ces derniers jours. Voilà. Continuons, puisque nous sommes au Pérou, pour dire un petit mot sur l'Équateur, pays du Nord. On monte, pays frontalier avec le Pérou. En Équateur se dessine le deuxième tour de l'élection présidentielle. Je vous renvoie à une précédente vidéo mensuelle où nous avions parlé avec notre ami Eduardo Meneses sur les enjeux de l'élection présidentielle en Équateur. La campagne du deuxième tour fait rage et alors là, les courbes se croisent et la candidate du coréisme, c'est-à-dire ce mouvement politique qui veut remettre l'humain au centre des préoccupations, s'opposer au néolibéralisme, revenir sur la scène internationale comme un pays indépendant et souverain, et bien la candidate du coréisme, du nom de l'ancien président de Rafael Correa, qui a dû fuir en Belgique car il est persécuté par un pouvoir judiciaire aux ordres, la candidate du coréisme serait en tête de quelques points. Les sondages la mettent entre 50 et 52. Ça risque d'être une élection très serrée, très serrée. Le pouvoir électoral est en train de changer les règles du jeu en pleine partie. Il y a des suspicions peut-être de fraude. Nous verrons ça évidemment le 13 avril, puisque c'est la date de l'élection. On fera, vous inquiétez pas, une vidéo spéciale dessus. Voilà. Et je ne vais pas pouvoir y être, finalement. J'avais prévu d'aller en Équateur pour suivre ça de plus près, puisque je rappelle que grâce aux dons que vous nous faites sur la page lesdeuxrives.info, grande partie de ces dons sert aussi à financer certains voyages en Amérique latine pour aller couvrir des événements. J'avais prévu d'y aller, mais pas de chance, mon passeport est en changement et je pense ne pas l'avoir récupéré pour les dates, ne pas avoir récupéré de nouveau passeport pour les dates de l'élection en Équateur. On essaiera de couvrir la prochaine élection. Voilà. Brésil maintenant, un gros morceau, puisque c'est le début du procès contre Jair Bolsonaro. Alors, après 2 ans d'enquête de la police fédérale, le procureur général du Brésil a décidé d'inculper l'ex-président Bolsonaro, ainsi que 33 autres personnes, dont plusieurs anciens ministres de son gouvernement, ainsi qu'un chef de la marine de guerre, pour tentative de coup d'État. Voilà. Alors, on remet, parce que vous avez peut-être oublié, on remet en perspective ce qui s'est passé. 2022, les élections entre Lula et Bolsonaro, les élections très serrées. On avait fait une analyse de l'élection. Je vous renvoie à des vidéos qui sont sur le site lesdeuxrives.info ou sur notre page YouTube. Le résultat s'était joué à 1% à peine et Jair Bolsonaro avait contesté les résultats. Alors, devant la Cour suprême ne lui avait pas donné raison. Et le 8 janvier, jour de la passation de pouvoir, jour où Lula allait être intronisé comme nouveau président du Brésil, il y a eu des émeutes à Brasilia et la prise par des partisans de Bolsonaro sous l'œil complice de la police locale de bâtiments du pouvoir brésilien, si je me rappelle bien, la présidence et le pouvoir judiciaire. Donc évidemment, l'ordre avait été rétabli par la suite. Néanmoins, avec l'enquête de la police fédérale, il apparaîtrait que ces émeutes avaient été préméditées donc, par M. Bolsonaro et ses complices, ainsi qu'une tentative d'assassinat du président Lula par empoisonnement. Alors les faits, c'est pas rien, hein. C'est pas rien. Bolsonaro pourrait être condamné à 43 ans de prison. Donc là, évidemment, il faut que le jugement se fasse. Il faut désormais que la justice apporte des preuves aussi aux accusations.
Néanmoins, je pense que ce procès va faire quelques remous, puisque Bolsonaro conserve une certaine popularité au Brésil. Il en a profité d'ailleurs pour faire une grande manifestation avant le début du jugement. La popularité de Lula, elle, est en berne. À suivre donc ça, pas de problème. On fera aussi, une fois connu le verdict, on fera une émission évidemment... une émission spéciale hein, sur le procès de Bolsonaro. En revanche, bon, on verra dans quelle partie ce jugement est politique ou pas. Hein. Alors, vous avez vu d'ailleurs que c'est quand même important, c'est pas un petit pays, et encore, il n'existe pas de petit pays. Mais je veux dire, le Brésil est une grande puissance. C'est un pays fondateur des BRICS, c'est le poumon économique de l'Amérique latine, un des pays les plus importants au niveau économique mondial. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le procès de l'ancien président pour tentative de coup d'État et d'assassinat du président actuel dans vos journaux. Voilà. C'est pour ça que nous vous invitons évidemment à suivre les deux rives pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Alors vous remarquerez que si ça s'était passé au Venezuela, oh mon Dieu, alors là tous les journaux en parleraient, ça serait en première page. Mais au Venezuela, les leaders de l'opposition qui peuvent aussi être accusés de coup d'État, de déstabilisation, de magnicide, sont en liberté. On pense à Mme Corina Machado qui est en liberté au Venezuela, on pense à Monsieur Edmundo González, on pense à Monsieur Juan Guaido, Leopoldo López, etc., etc. Voilà. Dernier sujet, avant d'aborder le dur, avant d'aborder l'Argentine et le Venezuela, le Chili. Pourquoi? On ne parle pas beaucoup du Chili. Alors le Chili, c'est le gouvernement chilien, c'est le gouvernement macroniste. Hein, c'est quasiment le calque de ce qui se passe en France. Une idéologie vraiment très très proche, donc très libérale au niveau économique, très libertaire au niveau des mœurs. Alors la différence, c'est que Macron est soutenu par une coalition allant des sociaux-libéraux à la droite. Ici, M. Boric est soutenu par une coalition allant des sociaux-libéraux au Parti communiste du Chili, mais en réalité ça ne change pas grand-chose, les politiques sont à peu près les mêmes. Au niveau international, alors c'est totalement aligné sur défense de l'Ukraine, sur certains intérêts géopolitiques des États-Unis en Amérique latine, évidemment contre le Venezuela, contre Cuba, contre le Nicaragua, mais aussi très peu axé sur l'intégration régionale. Bref. Pour aller vite, je vais reprendre les mots de l'ancienne chef du Southcom, c'est-à-dire l'armée impériale des États-Unis pour l'Amérique latine, la générale Laura Richardson, qui disait que le Chili, et donc le Chili en règle générale, et particulièrement le Chili de Boric, était leur meilleur allié militaire dans la région, politique et militaire. Voilà. Donc, voilà, c'était pour remettre en contexte, on ferme la parenthèse, mais il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, puisque on se rappelle que le macronisme andin chilien est arrivé au pouvoir parce qu'il y a eu une rébellion, une révolte du peuple en 2019 avec des mots d'ordre assez radicaux pour le coup, et dont un des principaux mots d'ordre était la réforme du système de retraite par capitalisation qui existe au Chili. Retour en arrière, dans les années 80, le général Pinochet, sous la dictature du général Pinochet, dont le ministre du Travail, si je ne m'abuse, était le frère de l'ancien président Piñera, donc qui était un Chicago Boys, hein, ces apôtres du néolibéralisme. Monsieur Piñera présente au général Pinochet et à un conseil de ministres restreint, qui était composé de généraux, un projet de privatisation totale des retraites et de retraite par capitalisation. On sait depuis, parce qu'on a les minutes de la réunion, on a les comptes rendus de la réunion, que même le général Pinochet
avait été choqué par la brutalité du système et avait dit « mais les militaires n'accepteront jamais un système comme celui-ci. » Ils sont pas cons. Et le système avait été aménagé pour exclure du système de retraite par capitalisation l'armée, la police et le corps de fonctionnaires de carrière. Voilà, c'est-à-dire ceux qui, finalement, aident à maintenir la continuité de l'État dans une dictature comme celle de Pinochet. Alors, pour tous les autres, c'est-à-dire la grande majorité des Chiliens, ça a été, alors, graduellement, le passage à une retraite par capitalisation, qui aujourd'hui, au Chili, depuis maintenant un peu plus d'une décennie, s'applique à toute la population, donc à part les exceptions mentionnées. Et donc, on peut voir des résultats, je ne citerai qu'un, parce que je n'ai pas envie de m'attarder non plus trop là-dessus, mais 70% des Chiliens aujourd'hui, qui ont cotisé pendant 40 ans, ont une retraite en dessous du salaire minimum. Voilà. Alors, après avoir, pendant 40 ans, été obligé de verser 12% de son salaire mensuel à des fonds de pension, c'est-à-dire des entreprises spéculatives qui, finalement, se répartissaient le butin par la suite, soit l'investissaient directement dans des entreprises, non, soit étaient investis en capital spéculatif, puisque ceux qui détenaient les fonds de pension étaient les mêmes, finalement, qui faisaient tourner l'économie chilienne, non, avec les mêmes entreprises, soit étrangères, soit chiliennes. Donc, le système de fonds de pension, il est particulier parce que c'est le moteur de l'économie chilienne, c'est le moteur du néolibéralisme chilien. Alors, quand j'ai dit 10%, c'est 10%, 12%, pardon, c'est 10% du salaire plus 2% de frais de gestion, donc chaque mois de votre salaire. Voilà. Alors, ça veut dire que chaque mois, votre fonds de pension vous informe de ce que vous avez gagné ou perdu sur votre retraite. Non, parce que c'est pas un fonds, le fonds évolue. Si jamais le fonds de pension fait une mauvaise gestion et coule, eh ben, votre retraite, vous n'aurez absolument rien. Voilà, donc c'est le système néolibéral que vous aurez un jour en France, certainement, en France ou dans l'Europe décadente qui n'arrive pas à s'adapter au monde multipolaire. Néanmoins, la révolte contre ce système avait été un des fers de lance de la rébellion de 2019 et ça expliquait en partie pourquoi les sociolibéraux de Gabriel Boric avaient fini par gagner, non? Parce qu'ils avaient dit on va faire une réforme du système de retraite, etc., une nouvelle constitution. Ils s'étaient accaparés les mots d'ordre de la révolte de 2019 et ils n'ont évidemment rien fait jusqu'ici. Mais il vient de y avoir donc une réforme. Et cette réforme, comme on peut s'y attendre avec les sociolibéraux, a accouché d'une souris, comme on dit. Le système ne change pas, il reste toujours par capitalisation. Ce qui change, c'est la hausse de la participation de l'employeur dans la cotisation, qui passe de 1,5 à 7, la différence étant censée compenser la petitesse des retraites. Nous verrons ça. Je ne suis même pas sûr que le but annoncé soit suivi des conséquences dans la réalité. Nous verrons ça dans les prochains mois. Toujours est-il que, comme à chaque fois, non, avec les sociolibéraux, beaucoup de promesses pour le peuple et puis pas grand-chose une fois le pouvoir pris. Voilà. Tout de suite, on s'attaque au gros morceau qui est l'Argentine et le bilan économique et social de Javier Milei. Si vous nous avez écoutés jusqu'à là, c'est que l'Amérique latine vous intéresse. Donc, nous vous invitons évidemment à nous soutenir, à aller sur le site lesderives.info, à cliquer sur Soutenez-nous et à faire un don dans la mesure de vos moyens. Voilà, ça nous aide à produire de l'information en français sur l'Amérique latine. C'est un continent qui malheureusement est trop peu connu et pourtant très intéressant. Ça nous permet d'organiser des reportages, voire de payer des personnes pour qu'elles nous fassent des reportages dans certains pays d'Amérique latine. Voilà, je vous remercie bien évidemment et je remercie tous les donateurs des deux rives qui nous permettent tout simplement de vivre et de vous faire connaître ce continent. Voilà. Ceci étant dit, nous passons à ce qui va constituer le centre de cette revue mensuelle sur l'Amérique latine, qui est le bilan de Javier Milei. Alors, bilan de 1 an, hein. On ne va
pas le mandat de M. Javier Milei de 4 ans, mais alors ça a été un tremblement de terre. Hein. On le considère comme le Trump de la Pampa, alors pas grand-chose à voir entre les deux en réalité, nous verrons ça. Toujours est-il que Milei a donné un coup de pied dans la fourmilière politique argentine et a suscité différents espoirs dans la droite néolibérale libertarienne mondiale. Voilà. Comment détruire l'État, comment réduire les ministères, comment assainir entre guillemets les comptes publics. Beaucoup de personnes à droite et à l'ultra-droite néolibérale regardent ce qui se fait en Argentine. Donc, ça nous paraît important aussi de regarder avec le plus d'objectivité possible hein, ce qui se passe dans ce pays. Alors, d'abord des faits. Hein. Donc en un an, Milei a fermé 13 ministères, a licencié 30 000 fonctionnaires, a réduit de 74% les allocations ou les crédits alloués aux retraites, à l'éducation, à la santé, à la science, à la culture, au développement social, 74%. Il a privatisé l'industrie métallurgique, il a privatisé le fret ferroviaire, Belgrano Cargas. Il a ouvert le capital de l'entreprise d'énergie Yacimientos Carboniferos de Rio Turbio. Il a ouvert le capital de la Banco de la Nación, la principale banque du pays. La compagnie aérienne nationale est en voie de privatisation. Il a dérogé la ley Gondolas. La ley Gondolas, ça veut dire le rayon de supermarché. Et ça, c'est une loi qui avait été votée sous le péronisme qui obligeait les supermarchés à ne pas présenter plus de 30% d'une même marque sur un rayon. C'est-à-dire les gros monopoles de l'agro-business ne pouvaient être représentés que sur 30% du rayon fruits et légumes. Et évidemment, la conséquence de ça, c'est que les petits producteurs pouvaient être vendus par la grande distribution, ce qui permettait une distribution de la rente agricole. Voilà. Donc, cette loi a été annulée par M. Milei, par le président Milei, et donc, loi qui empêchait les comportements monopolistiques dans la grande distribution et qui favorisait la participation des PME. Et dans le même temps, il y a eu une réforme du code des douanes qui facilite le commerce international. Donc non seulement les grands groupes d'agrobusiness peuvent inonder de leurs produits les rayons de supermarché, mais en plus ils vont être mis en concurrence avec certainement plus gros qu'eux au niveau mondial, et donc ils finiraient même peut-être par en déplacer certains. Et donc là, c'est pour ça que le Trump de la Pampa, oui et non, mais Trump, il est plus axé à mettre des droits de douane et faire du protectionnisme pour protéger l'agro-industrie états-unienne plutôt que de la mettre en concurrence avec une industrie agroalimentaire mondiale qui pourrait les détrôner. Donc voilà, là c'est important de montrer aussi ces contradictions. Et puis en plus, évidemment, l'Argentine qui a un grenier, avec cette loi, Milei brise aussi la souveraineté alimentaire en mettant en concurrence des groupes argentins avec des groupes alimentaires mondiaux, d'agroalimentaires mondiaux, et qui finalement rend l'Argentine dépendant de la fluctuation des marchés au niveau mondial. Donc, comme on dit, voilà, on est un peu loin du Trump de la Pampa, et évidemment, c'est un modèle très peu patriote, hein, très peu patriote, très peu souverain. Alors après, il faut être un patriote en carton pour aller prendre une photo à côté de M. Milei. Hein. On a vu ça au Sénat. Je crois que Mme Knafo est allée profiter d'un passage de Milei dans un couloir pour se prendre en photo. Bon voilà, il faudra aller chercher le patriotisme lorsqu'on est en train de détruire l'industrie nationale, de détruire la souveraineté alimentaire nationale pour mettre en concurrence avec des grands groupes mondiaux. Alors,
tout de même, les mesures de grande privatisation, les mesures de libéralisation, le renvoi de 30 000 fonctionnaires, la privatisation de groupes publics, la réduction des coûts de l'État a permis de dégager un excédent budgétaire et donc de réduire l'inflation. Alors, l'inflation, l'indice de prix à la consommation est passé en 2023 de 135%. 2024, ça augmente 220%. Alors, ça augmente surtout, là, on va rendre crédit à M. Milei, ça augmente surtout les premiers mois de 2024, c'est-à-dire grosso modo les premiers mois de gestion de M. Milei, ça baisse par la suite, et les prévisions pour 2025 sont une baisse jusqu'à 50%. Donc, essayer de contrôler l'hyperinflation dans laquelle était l'Argentine. Alors, les chiffres ne sont pas d'un quelconque gauchiste, hein, c'est la BNP Paribas, voilà. Alors évidemment, par contre, il y a le contre-coup social, hein, c'est 5 millions de nouveaux pauvres, faisant passer la pauvreté de 40% à 53%, le taux d'indigence de 12 à 18%, et une récession économique de moins 1,6 à moins 3,8. Donc tout n'est pas rose hein, chez l'économiste Milei. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait le bilan de la première année, il faut prendre ces chiffres-là en compte, évidemment. Et la pauvreté, je ne sais pas comment il va la réguler. On va voir, parce que la main invisible du marché, elle ne régule pas la pauvreté. Le taux, évidemment, de travail informel a lui aussi augmenté, passant à 46% selon les chiffres de l'Organisation internationale du travail. Alors, on est dans la fin d'un modèle en Argentine, hein, qui était le modèle d'un état de bien-être, un welfare state, avec un état relativement fort et des syndicats aussi relativement forts qui permettaient une redistribution des richesses. Là, on passe au néolibéralisme, à l'atomisation de l'État, on passe finalement au modèle péruvien. Voilà, le modèle péruvien, c'est 75% de travail informel, c'est un taux de pauvreté avoisinant les 65%. Donc évidemment, ça réussit à un petit groupe, ça maintient des chiffres macro à peu près dans le vert. Et encore, hein, pour le Pérou, ça dépend énormément du prix des matières premières. Et finalement, ça enchaîne le pays à être un pourvoyeur de matières premières, ou dans le cas de l'Argentine, d'aliments. Et ça rompt avec toute idée de souveraineté ou de développement national qui avait été promue dans le cas de l'Argentine par M. Perón, dans le cas du Pérou par M. Velasco. Alors, en plus de cela, M. Milei a été participé, il y a eu un énorme scandale en Argentine, et pas seulement en Argentine, aux États-Unis aussi, qui est le scandale de la crypto-moneda Libra. Donc Milei, je pense, j'ai aucune preuve, je m'avance un peu, mais voyant que Trump et Elon Musk, et pensant jouer dans la même cour qu'eux, voyant que ces deux-là étaient en train de promouvoir les crypto-monnaies, s'est laissé arnaqué par un groupe qui a lancé une crypto-monnaie, qui est rentré en contact avec le président Milei en soudoyant sa sœur. Donc là déjà on est dans l'illégalité, et M. Milei a profité du lancement, a participé au lancement de cette crypto-monnaie Libra en la promouvant sur son Twitter. Évidemment, quand Milei promouvoit une crypto-monnaie, ça lui donne une crédibilité. Et durant les 2 premières heures, les insiders, ceux qui avaient lancé la monnaie, ont dégagé de très juteux bénéfices, s'élevant à plusieurs centaines de millions de dollars. Et puis ensuite, ils ont tout liquidé, laissant des centaines de milliers de petits porteurs pour 4 milliards de dollars sombrer complètement. Donc là, il y a un problème aussi judiciaire. Alors, le Sénat argentin a refusé qu'il y ait une procédure de destitution. Néanmoins, il y a une enquête qui est ouverte aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de petits porteurs qui étaient états-uniens et qui se sont sentis floués. Et voilà. Alors, Milei a essayé de corriger le tir avec une interview à la télévision par le groupe, une interview d'une chaîne du groupe Clarín. Je précise, ce grand groupe
économique argentin qui fait un peu la pluie et le beau temps, qui s'est affronté pendant des années avec les gouvernements péronistes. Et en pleine interview, donc l'interview n'était pas en direct, elle était diffusée. En pleine interview, son conseiller en communication, et y compris, si ma mémoire est bonne, un de ses ministres, sont intervenus pour arrêter l'interview, lui dire que ce n'était pas la bonne réponse, sous les yeux du journaliste totalement complaisant qui a attendu la nouvelle réponse et ont édité, coupé la partie où les autres étaient intervenus et ont diffusé cette interview. Sauf que l'interview dans sa totalité a été diffusée sur YouTube. Et donc tout le monde s'est rendu compte de la perversité du journaliste, non qui finalement est un propagandiste, et de l'état de Milei, qui finalement sait bien que il va avoir des ennuis judiciaires avec cette grande arnaque. Alors, ceci étant dit, la popularité de Milei n'est pas en baisse. Elle est bon gré mal gré. Ce qu'était la popularité de Macri, de l'ancien président Macri, ou de l'ancien président Fernandez, après un an de mandat, elle est aux alentours de 46% des Argentins, donc c'est assez haut hein, quand même. Voilà. Alors qu'en est-il? Qu'en est-il de Javier Milei? Comment les Argentins vivent ce tremblement de terre économique? Eh bien pour ça, nous allons appeler mon ami Marco Teruggi, qui est journaliste à Buenos Aires. Nous allons l'appeler maintenant. Allô Marco, comment vas-tu? Très bien en Argentine pour le moment. Marco, quel est le bilan économique après un an de mandat du président Milei? Parce qu'il y a plusieurs bilans économiques à faire. Il y a un bilan économique dont il répète presque tous les jours et qu'il utilise pour faire voir qu'il a réussi à accomplir sa promesse, qui est l'inflation, qui est descendue à peu près à 2,6 mois, chose qui était une des principales de de la société. Et après, l'équilibre fiscal. C'est les deux numéros que Milei expose comme élément pour montrer qu'il a réussi à faire un plan de stabilisation économique. Après, il y a d'autres numéros qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'il y a un numéro qui est très important, c'est la contraction, par exemple, de la consommation. C'est-à-dire que cette stabilisation économique a été faite sur les épaules de la possibilité de consommer de la viande, du lait ou de la yerba mate, des choses qui font partie de l'alimentation élémentaire argentine. Et après, c'est un modèle qui est basé sur une structure de spéculation économique où le dollar est artificiellement bas et ce qui permet à ceux qui font ce qu'on appelle le carry trade, on appelle ça en Argentine le vélo financier, de faire des grands chiffres d'affaires en spéculant par rapport à combien monte le peso et combien monte le dollar. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un modèle productif, c'est un modèle qui dépend beaucoup de l'argent que la Banque centrale injecte pour que le dollar reste stable et qui en ce moment dépend pour pouvoir continuer que le Fonds monétaire international fasse un nouveau prêt à l'Argentine. Chose qui pourrait permettre à Milei d'arriver aux prochaines élections d'octobre, qui est son objectif principal, avec une stabilité économique, et qui en même temps donnerait une dette encore plus forte à l'Argentine. Je pense que ça, c'est son principal pari. Et je pense qu'il y a une partie de la population qui, par rapport à la comparaison avec ce qu'il y avait avant, pense que nous ne sommes pas bien, mais que c'est une situation qui a plus de stabilité que celle qu'il y avait avant. Et je pense que ça, c'est un des éléments pour comprendre pourquoi une partie de la société pense encore que a, mérite une opportunité de continuer avec son plan économique. Penses-tu que cette stratégie peut voler en éclats en cas de non-soutien du Fonds monétaire international, voire de l'absence d'investisseurs pour soutenir sa politique monétaire? L'absence d'investisseurs, je ne pense pas qu'elle va se modifier. C'est vraiment une structure économique de spéculation. Et les capitaux qui vont venir, en général, sont des capitaux qui viennent ici pour faire une différence de pourcentage et repartir après. Milei a réussi à, à avoir des dollars par rapport à bon, à deux, et il espère une troisième voie. La première a été surtout les exportations de gaz
et ce qui veut augmenter les exportations de tout ce qui est lithium, par exemple, ou cuivre, qui est sous-exploité en Argentine. Après, ce qu'on a appelé le blanchissement économique, je ne sais pas quel est le mot exact en français, mais c'est-à-dire il a dit aux Argentins qui ont de l'argent à l'extérieur du pays non déclaré qu'ils pouvaient le ramener en Argentine et qu'ils ne devaient pas expliquer d'où venait cet argent. Et il a réussi à avoir avec ça à peu près 20 000 millions de dollars l'année dernière. Et aujourd'hui, c'est le Fonds monétaire international. Je pense que le Fonds monétaire va négocier pour avoir des meilleures conditions par rapport à ses intérêts, mais c'est très improbable qu'il ne lui prête pas l'argent, pour deux grandes raisons. Une raison, c'est parce que Milei a le soutien de Donald Trump et la position des États-Unis dans le Fonds monétaire international est déterminante. C'est-à-dire, si les États-Unis disent qu'il faut, c'est très difficile qu'un autre pays puisse s'y opposer. Et après, parce que je pense que Milei, en ce moment, incarne un modèle qui est fonctionnel aux intérêts des plus grands capitaux, parce qu'il véhiculise un discours amène de tout ce qui est le discours anti-gauche, anti, entre guillemets, woke, etc. Un discours de réduction du rôle de l'État, de réduction de la dépense sociale, de réduction au maximum de ce que l'État doit dépenser pour les gens et une population de plus en plus livrée au marché. Et je pense que ça, c'est fonctionnel. Et tant que Milei sera fonctionnel, que le poids de le supporter n'est pas si élevé et que ça dépend finalement des États-Unis par rapport au Fonds monétaire international, c'est difficile de penser qu'ils puissent lui baisser le pouce. Quelle est la popularité réelle de Milei en ce moment en Argentine, dans les rues, chez le peuple argentin? Pense qu'on est aussi dans un changement d'étape politique en Argentine. Changement d'étape politique qui peut se voir dans deux ou trois variables à la fois. La première variable est par rapport au fait que l'espace du péronisme, qui est un espace très divers et très hétérogène par rapport à ses positions, arrive toujours pas à retrouver une forme de s'organiser par rapport à la conduction du mouvement et par rapport au programme. Parce qu'il vient d'une défaite. Et je pense que le cycle qui avait commencé en 2001 par rapport à l'explosion sociale et en 2003 par rapport à la figure de Nestor Kirchner, c'est un cycle qui est en grande mesure terminé et qu'il faut repenser à notre cycle. Et Milei est l'expression de ce cycle qui pour moi est en grande partie fini. Ça ne veut pas dire comment se relationner avec ça, mais ça veut dire qu'il faut repenser à autre chose. C'est difficile d'offrir à la société la même reformulation sous de nouvelles images. Et parce que la droite a été dépassée par Milei, la droite plus traditionnelle qui serait Macri, a été dépassée par Milei, et Milei incarne une logique de rupture politique très forte dans un moment je dirais, de agotamiento, de grande fatigue de la population par rapport à toutes les formes politiques qu'elles avaient connues auparavant. Donc je pense que la population est face à un dilemme. Soit continuer avec Milei, soit regarder autour et voir ce qu'il y a. Et quand ce qu'il y a, c'est ce qui n'a pas donné résultat pendant les 10 dernières années, je pense qu'il y a une partie qui donne encore sa chance à Milei. Et après Milei, et je pense que c'est ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, il n'a jamais dit qu'il allait s'occuper des retraités, il n'a jamais dit qu'il allait s'occuper des forêts qui s'incendient, il n'a jamais dit qu'il allait s'occuper des salaires, il n'a jamais dit qu'il allait s'occuper de la diversité sexuelle, il a seulement dit, moi, je vais m'occuper de l'économie. Donc son contrat social, électoral, c'est l'économie. C'est pour ça que jusqu'à présent, presque rien de ce qui est arrivé lui a vraiment endommagé son image publique. Sauf ce qui s'est passé il y a 2 semaines Mm. avec ce que maintenant on connaît comme le CryptoGate, qui était cette grande arnaque qu'il a promotionné lui directement, qui a montré que dans son propre système et dans sa propre discours et narrative, il est apparu comme soit comme quelqu'un qui a fait une arnaque, soit comme quelqu'un qui s'est fait arnaquer, soit comme quelqu'un d'incompétent. Aucune des trois n'est vraiment très bonne pour lui. Il a préféré dire qu'il était incompétent, chose qui montre comment la situation était grave, parce que montrer qu'on a été arnaqué comme président, c'est difficile, surtout par des jeunes, comme ceux qui sont derrière la structure internationale. Et évidemment, dire qu'on a fait partie d'une arnaque, c'est un discours absolument impossible. Et je pense que là, c'est la première fois où vraiment il a tremblé. La situation, c'est que quand Milei tremble, son réflexe, c'est pas de reculer. Son réflexe, c'est d'aller de l'avant. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi de la dynamique. Donc, depuis qu'il y a eu le CryptoGate, il a, par exemple, commencé
un conflit avec le Grupo Clarín, qui est le principal groupe économique et politique de l'Argentine, et il a désigné deux juges de la Cour suprême par décret, hein, en un laps de 3 jours. Donc c'est vraiment une logique politique d'aller de l'avant, de confronter de façon sans filtre. Et je pense que pour l'instant, disons qu'il accélère dans le virage. Pour l'instant, la voiture, elle tient encore la route. C'est beaucoup d'éléments à la fois, non? Alors ça, c'est assez étonnant ce que tu dis, parce que la bataille contre le groupe Clarine, la bataille anti-monopole, était plutôt un combat de la gauche. On ne s'attendait pas à ça de la part d'un libertarien. Il y a plusieurs hypothèses du conflit avec la ligne. Une des hypothèses, c'est une hypothèse nationale, c'est-à-dire il y a d'autres secteurs économiques qui veulent acheter la compagnie qui s'en va, qui est Telefónica, et qui font partie de la table de Milei. Et sur la table de pouvoir de Milei, Clarín n'en fait pas partie, comme Macri n'en fait pas partie. Ça, c'est une première variable. L'autre variable, c'est que Milei a une relation très forte avec Elon Musk. Et Elon Musk, son univers, un de ses univers d'investissement, c'est la communication, ou tout du moins la connectivité, par rapport généralement à ce qu'on connaît comme Starlink. Donc, il y a une possibilité que Milei est en train d'essayer de, parce que Clarín ne fait pas partie de son espace de pouvoir, de donner ce pouvoir soit à des impresarios nationaux, soit à Elon Musk, en lui donnant une partie de ce qu'est la connectivité en Argentine. Le problème, c'est que un conflit avec la ligne, c'est pas seulement un conflit médiatique. Par exemple, c'est assez surprenant qu'une semaine après qu'il y ait eu le CryptoGate, Milei soit déjà, le mot en espagnol c'est imputado, je ne sais pas comment on le traduit exactement, On dit mis en examen. et une des, un des instruments de pouvoir qu'a le groupe Clarín, c'est justement son influence dans la justice. Donc, c'est vraiment un conflit que si Milei arrive à le gagner, ce serait une capacité de construction de pouvoir, je pense, vraiment exceptionnelle. Mais c'est possible qu'il ait un très mauvais résultat par rapport à ça parce que c'est non seulement les journaux, non seulement des canaux des chaînes de télévision, mais en plus, par exemple, ce qui est la justice ou des services d'intelligence. Et tout ça, ça fait comme une grande capacité d'opération politique par rapport à des scandales qui sont filtrés par des services d'intelligence qui après vont à la justice, etc. Donc, il s'est vraiment mis dans un conflit. Si le conflit monte et que c'est pas un bluff, très compliqué. Oui, alors Clarín, c'est un des éléments liés au lawfare en Argentine, hein, en ayant des relais au sein du pouvoir judiciaire et aussi au sein du monde du renseignement, et puis en magnifiant tout ça à travers leur réseau, leur réseau médiatique. Une dernière question, Marco. Le pays a déjà résisté à une vague néolibérale dans les années 90, et notamment grâce à la solidité des corps intermédiaires de la société argentine. Je pense particulièrement aux syndicats. Mais le monde du travail a évolué, l'économie digitale, numérique, l'ubérisation, le travail informel, comme je le disais en intro, 46% aujourd'hui en Argentine selon l'Organisation internationale du travail. Le rapport à l'État a aussi évolué, les solidarités collectives se sont amoindries. Le modèle de Milei peut-il s'enraciner dans le pays? Pour le dire autrement, l'Argentine est-elle en train de se pérouaniser? Déjà, le fait que Milei ait gagné, ça signifie qu'il y a une partie de la population qui partage beaucoup des choses qu'il dit. Je pense surtout à cette partie de la population qui fait partie de la jeunesse, qui a des boulots très précaires, très de plateformes, de Uber, de Rappi, qui est une partie de la société qui est en train de construire une subjectivité de type self-made man, je peux tout seul, je suis mon propre effort, finalement l'État me met des bâtons dans les roues, finalement si moi je travaille tous les jours, je peux y arriver. Ceux qui reçoivent l'aide de l'État, c'est parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils sont comme moi, mais ils veulent pas. Ce que je veux dire par là, c'est que quand lui gagne, non seulement il y a cette hypothèse d'une fin de cycle, mais en plus, il y a une connexion avec une subjectivité d'un monde très jeune et d'une économie de travail qui produit une façon de voir le monde. Et je pense que ça va avancer. Et ça, c'était pas présent dans les années 90. Je pense que c'est là où il a connecté et c'est là la gauche a du mal à trouver un discours par rapport à ces personnes, à ce sujet politique économique. D'ailleurs, c'était très intéressant parce qu'au Brésil, je me souviens, pendant la campagne électorale, presque tous les Uber, qui sont ce même raisonnement, ce même de vie, votaient Bolsonaro. C'est comme si Bolsonaro et Milei et cet univers de la droite avaient une capacité de connecter par rapport aux imaginaires de cette partie de la population. C'est une partie de la population qui, en plus, permet que la crise soit comme
et d'autres visages. C'est pas seulement l'absence d'emploi, comme il y avait dans les années 90, où tu avais un désemploi je sais pas, 25, 30%, 40%. Sinon, c'est une structure très précarisée, mais qui produit une subjectivité. Après, je pense que l'objectif de Milei, c'est de pouvoir avancer et de gagner ce qu'il appelle, lui, la bataille culturelle par rapport à ça. Moi, je pense qu'il va avoir du mal. Je pense qu'il y a beaucoup de résistance en Argentine. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se vendent. Je pense que tant qu'il n'y aura pas une conduction de politique d'opposition capable d'offrir un projet alternatif, ça va être difficile. Mais je pense aussi qu'il faut être patient. Parce que Milei, en ce moment, il est un peu comme sur le haut de la vague. Si, par exemple, on prend les trois expériences d'auparavant, on enlève la dictature parce que c'était une autre situation. On prend les années 90, qui a été le modèle néolibéral qui a le plus à durer. Il a été instauré en 1991 à peu près. Les grandes résistances arrivent en 1995, 96, qui généralement étaient spontanées. Mais à ce moment-là, Menem a réussi à offrir quelque chose qui a séduit la population, qui était voyager à l'étranger, partir faire l'été au Brésil, aller à Miami, cette classe moyenne qui, d'un coup, on voit des Argentins de classe moyenne partout dans le monde. Donc, il y a eu comme 4-5 ans pour reconstruire l'organisation. Quand on voit Macri, l'organisation était plus forte parce qu'elle était plus structurée, mais Macri a quand même eu 2 ans de tranquillité politique parce qu'il avait une stabilité économique. Quand la stabilité économique a commencé à entrer en crise, la structure de Macri a commencé à entrer en crise et après il a perdu les élections. Donc je pense que là, on est dans un moment où Milei, il fait face à son propre défi économique, c'est-à-dire que son modèle tienne la route le plus de temps possible pour faire le plus haut taux d'intérêt. Ça va dépendre du Fonds monétaire international, ça va dépendre de comment bougent les taux d'intérêt à la Réserve fédérale des États-Unis par rapport au fait de combien l'Argentine est attractive pour les capitaux spéculatifs. Que si un jour ils décident qu'il y a un autre endroit plus lucratif, ils vont partir et l'Argentine n'aura pas la capacité de faire face à ça et le dollar va repartir dans une escalade infernale et les prix vont re-augmenter et le contrat social de Milei sera entré en crise. Mais aussi par rapport à ce qu'est capable de faire l'opposition. Et là, on est en plein débat. Il y a eu ce week-end le lancement d'un nouvel espace politique qui a comme figure principale Axel Kicillof, qui est le gouverneur de la province de Buenos Aires, qui est comme la dispute avec Christina Kirchner, à l'intérieur du péronisme plus progressiste. Bon. On va voir comment ça évolue, pour voir comment il y a une capacité de reconstruire une direction dans l'univers du péronisme. Que s'il y a Kicillof à la tête, c'est intéressant parce que je pense que il est gouverneur et c'est un cadre formé économiquement, politiquement, dans une perspective d'un péronisme plus national et de gauche, que je pense il a de bonnes perspectives. Mais il faut voir comment ça évolue encore. C'est pas tout à fait clair. Merci Marco, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec plaisir. Bon, l'Argentine, une situation complexe. J'espère que mon ami Marco vous a donné des clés pour comprendre ce qui est en train de se jouer dans ce pays. Il y aura des élections en novembre, des élections de mi-mandat où une partie du Sénat et une partie de l'Assemblée nationale va être renouvelée. Là, on sait que le parti de M. Milei, La Liberté Avance, est en minorité, il n'a pas un grand nombre de députés. Il est dépassé par la droite libérale traditionnelle et par le péronisme. On verra comment les cartes vont être rebattues. Et puis, ça sera un premier test de popularité réelle pour le président Milei. Voilà. Alors, maintenant, on va passer, on va terminer sur le Venezuela parce qu'il s'est passé énormément de choses au Venezuela et notamment dans la relation avec les États-Unis. On se souvient, et si vous ne vous souvenez pas, je vous renvoie à la vidéo du mois précédent, que le gouvernement Trump avait commencé sa relation avec le Venezuela bolivarien sous la coupe du pragmatisme. On se rappelle des accords de Grenelle. En fait, Donald Trump avait envoyé un émissaire spécial, Richard Grenell, pour finalement discuter directement avec Maduro, et notamment sur les termes de la migration et en ce qui concerne le Venezuela, sur le terme de l'exploitation pétrolière. Donc on pensait, vous pouvez regarder aussi, j'avais annoncé qu'il y a ces deux tendances dans le gouvernement Trump. Le pragmatisme, c'est-à-dire le pétrole et les migrants,
et puis le fanatisme, qui est représenté par Marco Rubio. Donc Marco Rubio, d'origine cubaine, secrétaire d'État, et puis par les élus de Floride qui pressent aussi, qui sont un groupe de pression au sein du gouvernement Trump, et qui finalement, au sein des alliances sur le vote du budget, ont réussi à infléchir la politique de la Maison-Blanche par rapport au Venezuela. Et en à peine un mois, on est passé du pragmatisme au retour du fanatisme. Donc ça, on le voit, c'est une constante pour l'instant avec le gouvernement Trump. Finalement, il pose des droits de douane, il en enlève, il se bagarre avec un pays, il revient à des positions. Donc c'est la manière de faire, finalement, la patte de Donald Trump. Ça n'a pas échappé sur le Venezuela. Donc on est passé d'un certain pragmatisme, qui visiblement fonctionnait pas trop mal, au fanatisme et à la politique forte contre le Venezuela. Donc comment elle s'opère? D'une part, par la non-rénovation de la licence qui permettait à Chevron d'exploiter et de commercialiser une partie du pétrole vénézuélien. Alors là, je fais encore une petite parenthèse. Vous allez me dire, mais pourquoi une entreprise a besoin de la licence de l'autorisation des États-Unis? Eh bien, c'est le système des sanctions, c'est le système du blocus. Les États-Unis décident de quelle entreprise peut exploiter et commercialiser le pétrole vénézuélien. Si une entreprise n'est pas autorisée et qu'elle continue d'exploiter ou de vendre le pétrole vénézuélien, elle est immédiatement placée sous sanction, donc ne pourra pas avoir accès au dollar, ne pourra pas commercer avec des entreprises qui utilisent le dollar. C'est une mise au ban, c'est un siège qui est fait contre le Venezuela. Je vous renvoie aussi à la chronologie des sanctions, donc que j'ai établie de 2014 à 2022. J'ai arrêté en 2022, il y en a 36 pages. Pour ceux qui disent que les sanctions n'ont jamais existé, que le blocus n'existe pas. Et donc, ce sont les États-Unis qui décident de qui peut ou pas exploiter le pétrole vénézuélien. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le Venezuela pourquoi les Chinois, les Russes ne passent-ils pas au-dessus des sanctions? Parce que, pour l'instant, en tout cas, il y a un intérêt de certaines compagnies chinoises ou russes à ne pas s'émanciper totalement du dollar. En revanche, avec ce qui se passe au sein des BRICS, on peut penser légitimement que dans quelques années, il y aura des échanges dans des monnaies nationales ou dans des monnaies BRICS qui ne passeront plus soit par le dollar, soit par les systèmes de transmission d'argent états-unien, et donc le monde sera enfin libre des sanctions de cet empire décadent. Voilà, donc pour l'instant, on n'en est pas encore là, et donc le gouvernement Trump n'a pas rénové la licence de Chevron, donc ça, évidemment, ça va avoir des conséquences sur l'économie vénézuélienne, qui était repartie à la hausse, qui s'était, notamment dans le secteur agricole, qui était devenue indépendante, mais quand on regarde, on voit que ce n'est pas une économie post-pétrolière, et qu'elle est toujours dépendante, notamment dans le système des services de la construction dans la génération de devises du secteur pétrolier. Même s'il a été amoindri, il a un impact, ça reste un des moteurs forts le moteur fort de l'économie vénézuélienne. Donc effectivement, on peut s'attendre, alors ça, c'est le fanatisme l'emporte sur le pragmatisme, on peut s'attendre, y compris à ce qu'il y ait alors moi je mets des guillemets là-dessus, mais certains analystes, on va dire, pensent qu'il pourrait y avoir une reprise de la migration vénézuélienne. Moi, je pense que ceux qui sont partis sont partis. Ceux qui ont résisté au blocus au pire moment du blocus pendant ces 7 années ne partiront pas du Venezuela. On verra dans les prochains mois, mais je pense pour le coup pas me tromper là-dessus. Donc, on renforce le blocus pour essayer d'affaiblir la société vénézuélienne, d'affaiblir l'armée aussi, pour essayer de créer des dissensions. Donc évidemment, ce n'est pas du tout démocratique, ce blocus. Et on reprend aussi les opérations mercenaires et terroristes. Une d'elles a été démantelée donc, ce mois-ci, qui visait au kidnapping de hauts fonctionnaires du Venezuela, notamment le président de la Cour suprême. C'est Marco, il voulait me rappeler, il a dû faire une erreur. Et donc de tentatives de kidnapping et
le troisième point, alors je rappelle que les États-Unis avaient levé le statut de protection temporaire qui bénéficiait à plus de 600 000 Vénézuéliens pour avoir une existence légale. Ils l'ont levé, donc ils vont passer vont devenir des immigrants illégaux. Et puis, avec ce que les États-Unis ont négocié avec leurs laquais et qui gouvernent leur territoire finalement en Amérique centrale, c'est l'expulsion de migrants dans ces pays-là, donc Guatemala, Salvador, Costa Rica, toutes les espèces de territoires finalement des États-Unis gérés par un proconsul local. Et en fait, ça a aidé d'avoir mis les valets au pas, puisque ça n'obligeait plus les États-Unis à avoir un deal de récupération de migrants par le Venezuela, et donc d'essayer d'être obligé de passer avec les autorités légitimes du Venezuela, c'est-à-dire celle du président Nicolás Maduro. Alors, on va voir un cas qui est particulièrement crapuleux, qui est le cas du Salvador, puisque le Salvador récupère et met dans son système pénitentiaire des personnes qui sont censées appartenir à un gang vénézuélien du nom de Tren de Aragua. Qu'est-ce que le Tren de Aragua? Le gang existe ou a existé en tout cas au Venezuela. C'est une bande armée qui est née autour de la construction du train qui devait relier Caracas aux États voisins de Aragua et de Carabobo. Donc il y avait des gangs armés qui géraient le personnel en prenant un impôt, un pourcentage sur chaque contrat. Et puis, de fil en aiguille, le train, la construction du train ayant été stoppée, pour notamment des raisons de corruption, là c'est sous Hugo Chavez, la bande armée a proliféré dans des secteurs d'activité, différents secteurs d'activité criminelle. Au Venezuela, le gouvernement de Nicolás Maduro a décidé de lutter corps et âme, et notamment de considérer le problème comme un problème militaire. Et donc, ils ont envoyé les forces spéciales de la police faire le ménage dans les gangs. Et là, c'était un affrontement d'un gang ultra armé contre les forces spéciales de la police, avec son cortège de morts, principalement dans le groupe criminel. Il n'y a pas 36 solutions. Lorsque des grands groupes criminels surarmés, au moins autant armés que les forces de l'État, tiennent des pans entiers du territoire, les faire reculer, c'est pas avec, comme on peut l'écouter que dans une certaine vision fonctionnaliste, en mettant des programmes sociaux, ça va empêcher les cartels de proliférer. Non, c'est pas vrai. Le Venezuela, d'ailleurs, est un des meilleurs exemples de ça. La criminalité a proliféré en même temps que les programmes sociaux, sous M. Chavez et sous M. Maduro. Donc, la manière forte a été utilisée au Venezuela, et une partie des autorités, on va dire, de ce cartel avait le choix entre la mort ou émigrer, ou l'émigration. Et effectivement, beaucoup de responsables de ce cartel sont partis dans des pays d'abord latino-américains, Pérou, Chili, notamment Colombie, où les autorités locales luttent contre elles, et puis certains sont montés aux États-Unis. Mais attention, on parle pas d'un groupe d'un groupe terroriste comme Al-Qaïda ou d'un groupe éminemment structuré. C'est un groupe qu'un pays comme le Venezuela a réussi à éradiquer et qui aujourd'hui est utilisé comme un chiffon rouge par tous les gouvernements néolibéraux en disant s'il y a de l'insécurité dans notre pays, c'est le Tren de Aragua. Par exemple, au Pérou, vous prenez les journaux, tous les jours, Tren de Aragua, les Vénézuéliens sont des délinquants, etc. Et ce discours est renforcé par l'opposition en exil. C'est-à-dire une collision dangereuse en disant les émigrants vénézuéliens sont tous membres d'un cartel super puissant. Quand on regarde par exemple au Pérou les chiffres officiels, alors le seul responsable de la hausse drastique de l'insécurité serait cette bande armée Tren de Aragua. Quand on regarde, on trouve qu'au Pérou il y a 89 000 prisonniers. Sur les 89 000, il y en a 3 400 qui sont vénézuéliens. Sur les 3 400, il y en a 600 qui appartiendraient à la bande armée du Tren de Aragua. Donc 0,5% des prisonniers au Pérou seraient del Tren de Aragua. Donc évidemment, voilà
que les chiffres, la réalité dément la puissance de ce gang. Néanmoins, le président Trump, la Maison-Blanche, a déclaré le Tren de Aragua et d'autres cartels, mexicains notamment, comme organisation terroriste et a lié le Tren de Aragua au gouvernement de Nicolas Maduro. Donc ça, c'est assez grave parce que d'une part, ça permettrait aux États-Unis d'intervenir dans tous les pays qui diraient être attaqués par le Tren de Aragua. Notamment demain, par exemple, les États-Unis pourraient intervenir militairement au Pérou pour dégager une faction du Tren de Aragua, qui, comme on vient de le voir avec les chiffres, est plus fantasmatique qu'autre chose. Mais surtout, elle pourrait directement attaquer le Venezuela sous le prétexte qu'une organisation terroriste est patrocinée par le pouvoir en place. Donc, on a déjà un angle d'attaque qui pourrait avoir des conséquences militaires. Et puis, la deuxième chose, c'est l'utilisation, la décision d'utiliser par l'administration Trump, par Donald Trump, la loi sur les ennemis étrangers et la sédition. C'est une loi de 1798 qui a été créée à l'époque parce qu'il y avait une guerre navale avec la France, et cette loi permet d'expulser n'importe quel étranger sous prétexte d'accusation, soit de miner les intérêts des États-Unis, soit d'appartenance à une organisation criminelle. Donc, c'est-à-dire que la loi sur les ennemis étrangers est aujourd'hui utilisée pour expulser des Vénézuéliens au prétexte qu'ils seraient, sans aucune preuve, membres du Tren de Aragua. Et donc, c'est comme ça que Donald Trump a expulsé un nombre plusieurs centaines de migrants vénézuéliens illégaux au Salvador et qui se sont retrouvés dans les prisons salvadoriennes, dont on sait qu'elles sont surpeuplées dans des conditions assez douteuses pour les droits de l'homme. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, t'es coiffeur à Brooklyn, tu t'endors le soir dans une prison au Salvador avec aucune condamnation, sans être passé devant aucun juré, et on sait au Salvador qu'il y a des procès collectifs de 300, que les droits de la défense ne sont pas respectés, etc. Donc évidemment, le Venezuela a protesté contre ça. Parce que si la personne était condamnée aux États-Unis pour activité criminelle, et que les États-Unis avaient décidé de décentraliser les étrangers dans des prisons dans un territoire soumis en Amérique centrale, bon, ça pourrait encore se tenir. Ça serait pas, ça briserait plusieurs lois, etc., mais ça pourrait encore se tenir. En revanche, là, c'est pas du tout le cas. Ces personnes, la plupart n'étaient pas condamnées. Je rappelle que lorsque le Venezuela, au début, il y avait cette relation pragmatique qui dominait, avait récupéré à peu près 500 migrants, donc expulsés des États-Unis. Sur 500, il y en avait 10 qui avaient un casier judiciaire. La plupart n'en avaient absolument aucun, et pourtant ils étaient assimilés au Tren de Aragua. Vous pouvez regarder, par exemple, dans les journaux français, le Venezuela a reçu des migrants illégaux dont la plupart sont des membres d'un cartel, le Tren de Aragua. Donc, ce Tren de Aragua, c'est un chiffon rouge qui permettrait aux États-Unis d'intervenir militairement contre le Venezuela et qui leur permet d'expulser sans aucune preuve des migrants comme criminels et de les envoyer dans les prisons salvadoriennes. Donc évidemment, le Venezuela a protesté à la fois contre le Salvador et contre les États-Unis, mais évidemment, là on voit que le fanatisme l'a définitivement emporté sur le pragmatisme des premières semaines du gouvernement Trump. Alors, quand on continue sur les possibles frictions et tensions, donc il y a une grosse tension au Venezuela sur le Guyana Esequibo. Il y a une partie du territoire revendiqué aujourd'hui par le Guyana que le Venezuela revendique historiquement. Un territoire en réclamation et que le Venezuela a décidé, en tout cas symboliquement, à travers un référendum, d'annexer. Alors pour l'instant, on est plus dans les mots que dans les faits, non ? Et c'est un point de discorde et de déstabilisation en Amérique latine. Parce que c'est un point qui peut être utilisé pour attaquer le Venezuela. C'est un des points, à mon sens, qui a justifié, enfin,
qui a été invoqué pour justifier le refus par le Brésil que les Vénézuéliens intègrent les BRICS. Ce qui est d'ailleurs fort de café tout de même, hein, parce que le Venezuela ne revendique pas comme ça, hein. Il y a tout un travail historique avec des documents, etc. Toujours est-il qu'il y a eu des frictions avec le Guyana. Pourquoi? Ben parce que le Guyana a accusé le Venezuela d'être intervenu militairement et notamment dans une friction avec la police guyanaise. Le Venezuela a dit que pas du tout. Donc pour l'instant, ça se manie diplomatiquement, mais on voit que c'est une zone effectivement de tension. Pourquoi toutes ces tensions? Ben, ces tensions reviennent, ça je vous renvoie à d'autres vidéos que nous avons faites sur le sujet, mais le territoire en réclamation devait être en réclamation et la tradition vénézolano-guyanaise était de travailler ensemble finalement, d'essayer d'en faire une région frontalière presque commune, jusqu'à ce que ExxonMobil découvre du pétrole dans les eaux territoriales jouxtant les Équibos et commence à l'exploiter. Et là, évidemment, le Venezuela a dit c'est illégal, vous ne pouvez pas exploiter du pétrole dans une zone que nous revendiquons aussi en nous excluant. Voilà. Et ce qui fait dire aussi à Nicolás Maduro et au gouvernement vénézuélien, c'est que derrière tout ce qui vient de se passer, c'est un règlement de compte entre Exxon et Chevron. C'est-à-dire que Exxon, qui exploite les grandes nappes phréatiques offshore du pétrole dans la zone de les Équibos, aurait éliminé un concurrent direct qui lui travaillait dans au Venezuela. Voilà, ça en tout cas c'est une des thèses avancées par le gouvernement vénézuélien. Alors, il y a une discussion en ce moment aussi au Venezuela, parce qu'à part les frictions et les menaces des États-Unis, le pays avance, hein, consolide son économie, son pouvoir populaire. Il y a une discussion sur une prochaine réforme de la Constitution, notamment pour approfondir le pouvoir populaire, les communes, les conseils communaux, et aussi pour donner plus de pouvoir constitutionnel et certainement des lois pour réformer le modèle économique, ou en tout cas l'adapter au monde actuel, je dirais, à la fois au monde multipolaire, mais à la fois aussi à des sanctions qui l'affectent profondément. Donc nous verrons, ça aussi c'est en discussion pour le moment, nous verrons comment cela évolue. Et puis, fin mai, le pouvoir électoral a appelé à des élections, donc les mandats des gouverneurs et des députés arrivant à terme. Les élections ont été décidées pour le 27 mai. Voilà, donc le 27 mai, il y aura des élections à l'Assemblée nationale et des élections aux gouverneurs des États vénézuéliens. Et là, cette décision a fait exploser, encore une fois s'il en fallait, l'unité de façade de l'opposition. Je rappelle qu'il n'y a pas d'unité dans l'opposition. Il y a plusieurs mouvements, des mouvements mafieux, des mouvements putschistes, mais aussi des mouvements démocratiques au sein de cette opposition au chavisme. Ça va de ce qu'on pourrait appeler l'ultra-droite à l'ultra-gauche, puisque le Parti communiste vénézuélien fait partie de cette opposition, par exemple. Alors dans le discours de l'ultra-gauche, enfin, dans les termes finalement qui servent les intérêts impériaux des États-Unis. Et ça a créé des dissensions, puisque certains groupes, les groupes démocratiques de l'opposition, veulent participer, parce qu'ils veulent avoir aussi des intérêts, gouverner certains territoires. Et puis, certains groupes, les plus radicaux, les plus fanatisés, les plus extrémistes, ne veulent pas participer et appellent au boycott. Il y a aussi un élément qui rentre en jeu, c'est la fin de l'USAID et de la NED, du Fonds national pour la démocratie, et de l'Agence de développement des États-Unis, qui finançait par centaines de millions de dollars l'opposition vénézuélienne. Aujourd'hui, s'il n'y a plus le robinet des dollars, il y a toute une opposition qui a besoin de revenir dans le jeu démocratique aussi pour manger, tout simplement. Donc, 27 mai, le rendez-vous est pris pour une nouvelle marque démocratique du Venezuela et de nouvelles élections législatives et régionales. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur le Venezuela. Vous avez vu, c'est un peu chaud en ce moment. J'ai fait le tour sur l'Amérique latine. Si vous en êtes arrivé jusqu'à là, évidemment,
laissez des commentaires, débattez, posez-moi des questions, peut-être que j'ai oublié des choses sur des pays qui vous intéressent en Amérique latine et dans les Caraïbes. N'oublions pas les Caraïbes, c'est aussi très important. Et puis n'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos proches pour faire connaître un peu la dynamique et les enjeux de ce continent si méconnu. Et à bientôt, au mois prochain en tout cas, pour une nouvelle revue mensuelle de l'Amérique latine.